Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Voilà, nous allons donc consacrer ce webinaire sur la relance des entreprises viticoles. En tout cas, nous allons essayer de vous donner nos participations sur ce qui peut être analysé et entrepris pour cette relance pour 2021. Donc, nous allons excuser Monsieur Sébastien Roche, directeur de l'agence CIC, qui malheureusement est à contact et ne va pas se joindre à nous. Voilà, donc délicatement, il va décliner notre soirée. Voilà, on espère que ce ne sera qu'un cas contact et qu'il pourra nous rejoindre. À mes côtés, Monsieur Andrieux, donc, qui sera chargé de représenter le CIC et qui est chargé d'affaires agricoles et viticoles et donc spécialisé dans le domaine de la viticulture. Madame Chloé Grade, qui est expert comptable, qui s'est spécialisée dans la partie viticole et dont le sujet de mémoire était entièrement consacré à la viticulture. Moi-même, Sylvie Pinvin, donc je suis expert comptable. Je vous reçois ici dans mon cabinet et je travaille évidemment sur la viticulture. J'ai un DU en droit des entreprises agricoles. Et je vais commencer par vous présenter la conjoncture et les prévisions qui ont été préparées par le cabinet. Nos sources sont différentes sources. Nous avons écrites des études de Xerfi, évidemment la Chambre d'agriculture. Voilà, vous allez découvrir petit à petit, donc rien n'est laissé au hasard et inventé. Vous pouvez retrouver toutes nos sources au fil, avec les liens au fil de la présentation. Donc le point conjoncturel de 2020, le bilan en quelques chiffres, évidemment, on a un impact Covid sur le secteur viticole, on ne vous apprend rien. Nous allons faire le point sur la situation à l'export, les tendances du marché. Et vous verrez par la suite donc, ces pistes de réflexion pour la relance, c'est-à-dire les aides qui peuvent être, proposées. Nous avons la chance, peut-être que vous ne connaissez pas l'organisme, nous avons Initiative Cœur d'Héros qui s'est joint à nous, donc peut-être que Madame Jean-Jean pourra présenter aussi brièvement l'apport que peut faire Initiative sur les domaines et sur le marché viticole. Sinon, je me ferai un plaisir d'intervenir pour vous expliquer l'association et ce qu'elle peut faire. Nous allons parler, et Madame Grave va vous présenter d'une structure commerciale et l'apport que cela peut présenter pour un domaine et les aides à l'export qui peuvent être utilisées pour le développement sur cet exercice 2021. Voilà. Alors, tout d'abord, sur le point conjoncturel, on va faire des points sur le marché du vin et sur les chiffres de 2020. Tout d'abord, la production de 2020 en Occitanie, donc 15,5 millions d'hectos, plus 4% par rapport à la moyenne quinquennale. Évidemment, sur la moyenne quinquennale, on a une année qui était difficile, il est inutile de revenir dessus, parce qu'elle était suffisamment traumatisante. La valorisation moyenne de l'hectolitre est de 91,3 €, donc c'est une valorisation moyenne toutes bien confondues, plus 2% par rapport à la moyenne quinquennale de l'alimentation du prix de l'hecto. Sur la dynamique des prix, donc vous retrouvez la dynamique des prix par rapport donc, au vin IGP et par rapport donc au rouge, rosé et blanc, Languedoc ou Sud-Ouest. Donc nous voyons une dynamique des prix par rapport à N-1 qui peut être variable en fonction des vins, mais aussi en fonction des volumes qui ont été produits. Donc le prix moyen en euros à l'hecto. Donc on a vu 91,5 € en moyenne. Et donc on va de 80,2 à 99
euros. Sur les vins donc, sans indication, on a un prix moyen qui est évidemment plus bas, donc de 82,3 euros l'hecto. Et vous voyez, comme pour les autres, on a une variation de prix, et on peut noter donc sur les rouges et sur les blancs une augmentation de 5,1%. Une moyenne de 4% d'augmentation. C'est juste ce qu'on pouvait souligner, pardon, c'est peut-être passé un peu vite, c'est que sur les sans indication, on est à plus 4 en pourcentage d'augmentation et on pouvait souligner, on en a discuté tout à l'heure, ce qui revient sur le slide de juste avant. Voilà, on est à moins 1,9 pour les vins avec indication géographique. Alors, sur l'impact de la crise sanitaire, on perçoit donc un recul global des exportations de vin. On a une prévision quand même sur un retour des ventes globales au niveau de 2019 pour l'exercice 2021, c'est-à-dire en tout cas après la pandémie. Donc c'est une étude faite par le salon, par PBA. Le marché des vins, évidemment, AOP est en recul. Les ventes de vins en IGP ainsi que les ventes de vins SIG restent... Expliquez ce qu'elle est en train de le dire. Pardon? Pardon, je croyais qu'il y avait une intervention. Les ventes de vin IGP ainsi que les ventes de vin SIG restent dynamiques, notamment grâce au marché du drive. Donc, on va le voir un tout petit peu plus loin. Le conditionnement bag-in-box connaît un succès lui aussi important. Donc, peut-être voilà, un marché qui est un peu en contradiction avec ce qu'on peut avoir l'habitude de croire en général. Le marché bouteille souffre de l'arrêt d'activité des CHR, évidemment, hein, et c'est le marché du CHR ayant diminué. Le commerce en ligne, lui, a profité de cet arrêt et a commencé à avoir un nouvel essor et en tout cas profite de cette crise sanitaire pour se déployer. Les petits domaines ont été le plus impactés. 70% ont subi une situation qui a été dégradée. Alors, souvent parce qu'il y avait des ventes directes ou de l'activité en CHR et peu d'activité en grande surface. Et le dernier point qu'on peut noter, c'est que les mesures prises concernant la distillation sur le territoire ici, quand M. Huppé le député avait beaucoup œuvré sur ce point-là, ont permis de réduire les volumes qui se sont retrouvés sur le marché. Et donc à maintenir les prix. Les ventes de vins tranquilles en valeur, donc on peut noter moins 1% en grande surface alimentaire en 2020 avec une prévision de moins 3% pour 2021. C'est une étude exercice qui étudie le passé et qui essaie de prévoir, avoir des pronostics sur l'avenir. Donc pour 2021, sur la grande surface, il est plutôt prévu une baisse de moins 3%. On note moins 4,5% chez les détaillants spécialisés, c'est-à-dire du type caviste, avec une prévision de plus 2% pour 2021. Donc là, c'est plutôt positif. Et on peut noter moins 7% de chiffre d'affaires pour les producteurs de vin en 2020, donc avec un vin direct, avec une prévision de plus 5% pour 2021. Donc là aussi, c'est une donnée
positive sur les études XERFI et l'objectif 2021. Alors, les tendances du marché. On note donc croissance des ventes de vins rosés et de vins effervescents. Une nouvelle tendance concernant le packaging, des étiquettes en réalité augmentée, par exemple, des formats de conditionnement plus atypiques qui peuvent plaire aux consommateurs. Une consommation dite responsable qui s'impose. On a évidemment en tête le positionnement en leader des vins bio et en biodynamie. Les vins certifiés HVE, les vins sans sulfite et les vins faiblement alcoolisés ou sans alcool qui trouvent aussi une dynamique. Donc en France, selon la revue du vin de France, en France, les vins biologiques devraient quasiment doubler d'ici 2022, selon une étude de l'Institut britannique IWSR, qui suit l'évolution des marchés dans 157 pays. Donc voilà la typologie des vins. Alors, l'étude qui est ici, c'est l'évolution de la consommation des ménages en valeur. Donc, ce qu'on notait tout à l'heure, le petit bandeau rose clair que vous voyez, parce que c'est peut-être trop petit pour que vous puissiez lire, il s'agit de la consommation de bière. Et on voit que cette consommation, contrairement à ce qu'on a tendance peut-être à croire, diminue petit à petit. Ensuite, les vins de consommation courante, donc il y avait une grande part de marché, à une part de marché plus réduite, effectivement, et qui diminue légèrement. Et les vins de qualité supérieure, eux, ont une prise d'une part de marché qui a augmenté. Ensuite, les achats individuels par personne sur une année en France, vous avez la répartition. On voit en bas la ligne qui correspond au blanc, qui est très stable, relativement stable. Les rosés également, et les rouges qui diminuent. Donc, on voit que la proportion de vins blancs et rosés, elle, reste à peu près la même. Donc là, c'était une étude française et pardon. Alors, cette partie qui nous semblait intéressante, ce sont les canaux de distribution. Donc, 60% des vins et des eaux de vie de vins produits en France y sont consommés. Donc, 60% des vins français sont consommés en France. Sur les seuls vins tranquilles, sur 10 bouteilles consommées en France, donc on vous a indiqué la répartition. 5 bouteilles sont achetées en grande distribution, 3 au restaurant, une directement au domaine et une par un caviste ou en ligne. Donc, cette répartition explique évidemment les difficultés du secteur en 2020 puisque les CHR et le Covid a fait qu'on ne pouvait pas se déplacer. Donc, pour la vente directe en domaine viticole, c'était évidemment compliqué, voire impossible. Et sur les CHR, bon, comme il y avait des fermetures, forcément, la vente ne s'est pas faite. Ce qu'on peut noter toutefois, c'est que le circuit du e-commerce est en pleine expansion, que le chiffre d'affaires global qui représentait 500 millions d'euros en 2019, dont on compte dans le e-commerce des drives, donc 100 millions d'euros en drive, va représenter 9 à 10% des ventes de vin et représente une augmentation de plus de 6,9% par an. Ça, c'est une donnée importante. Donc, les domaines ont tendance à développer leur propre site marchand et on verra tout à l'heure qu'il y a des aides pour cette tendance et pour la création de sites marchands. Voilà, donc Monsieur Andry, je ne sais pas si vous avez des questions entre-temps et sur cette première partie de présentation générale. On pourra de toute façon prendre des questions par la suite.
Si vous n'avez pas d'autres questions, vous m'entendez mal. Le micro résonne. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, tout à fait. Ah, voilà. Bonjour. J'avais juste une petite question enfin deux petites questions. On a vu les évolutions volume-prix, vin avec indication et vin sans indication. On n'a pas vu pour les appellations. Je voulais savoir si vous aviez des données là-dessus. Et puis la deuxième question, c'est sur les aides gouvernementales par rapport à la création de sites marchands. Est-ce que vous avez des détails là-dessus? Tout à fait. Et si vous voulez, alors pour les sites marchands, on a les détails. Et si vous voulez bien, on le voit juste c'est à la fin. Ouais. Okay. Et pour les indications AOP, ouais, ce qui est AOP, l'évolution du marché. AOP, on a en général une augmentation des valeurs, donc des ventes en termes de valeur. Par contre, on a une diminution des ventes en termes de volume sur les dernières années. Ouais, ok. Et l'impact Covid là-dessus? Alors, l'impact Covid est plutôt à la baisse au niveau des volumes en termes d'AOP. On a des ventes sur la période Covid qui se sont tournées davantage vers les bag-in-box. On a moins d'AOP sur ce type de format. Et également plutôt sur des achats en grande distribution où c'est vrai que les AOP sont peut-être moins représentés que chez les cavistes ou au niveau des cafés, hôtels, restaurants. Ouais. Et sur les bag-in-box, l'évolution en volume ou en valeur, est-ce que vous avez le détail par ce type de contenant? Alors là, je ne l'aurai pas, mais c'est une information qu'on peut vous fournir par la suite si vous le souhaitez. Ouais. J'ai l'impression que ça a eu un gros impact, le Covid, sur ce format de consommation. Il y a eu effectivement un fort développement de ce type de consommation suite à la pandémie, avec une forte demande des GMS notamment, qui ont poussé certains à conditionner sous ce type de produit. Les cavistes aussi, apparemment, enfin, j'ai pas mal de clients qui m'ont parlé de ça et qui ont tendance à vendre de plus en plus de bag-in-box avec des qualités et des prix qui ont tendance un peu à monter en plus par rapport à ce qui se pratiquait il y a 4-5 ans. C'est vrai que sur les vins sans indication géographique, on a dans tous les cas une hausse des prix qui est constatée. Donc après, c'est vrai qu'ils sont souvent packagés sous ce format-là. Il faut dire aussi qu'il y a une forte créativité sur les packaging de bag-in-box qui ont fait que les gens ont été beaucoup plus attirés par ces produits, et notamment les jeunes consommateurs. Oui. Ouais, je pense qu'ils sont aussi de plus en plus motivés parce qu'ils constatent que la qualité du vin dans le bag-in-box est finalement pas mauvaise, quoi. Complètement. Et après, c'est sûr qu'on peut aussi se dire que la nature même du bag-in-box qui permet une consommation avec une garde quand même peut-être plus pratique pendant le Covid, a été peut-être favorisée et en tout cas découverte par une partie des consommateurs qui n'allaient pas du tout sur ces produits-là. C'est sûr, sur l'oxygène dissous, c'est le format le plus adéquat. Ouais. J'ai l'impression que c'est un format qui peut motiver vers une nouvelle consommation courante qui avait tendance à baisser depuis 40-50 ans et qui pourrait rebooster peut-être cette consommation un peu plus courante du vin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Nous, on est plutôt en bag-in-box. On ne représente peut-être pas l'ensemble de la population. Donc, non, après, sur les jeunes, on a aussi les nouveaux formats plus individualisés, canettes ou tubes, qui sont et qui sont peut-être un marché qui peut croître fortement sur les prochaines années. On a les bouteilles en PET aussi qui commencent à se développer. Ouais, ça, je ne connais pas trop. Mais les canettes et les tubes, je sais pas, j'ai moins de certitude sur leur devenir. Mais... En tout cas, sur le bag-in-box, ce qui est certain, c'est que, à tort ou à raison, mais en tout cas, les négociants ont développé des gammes
ont ouvert un marché un peu fort sur la grande distribution. Les gens ont été de plus en plus apprivoisés par ce type de conditionnement. Et maintenant, c'est vrai que c'est un conditionnement qui offre un packaging qui peut être très attractif et attrayant pour les consommateurs. En compter, voilà, qu'il a une qualité de conservation qui est parfaite sur le long terme. Oui, supérieure à la bouteille. Enfin, Merci bien. Excusez-moi, moi j'avais une question, alors je vais mettre la vidéo, ce sera peut-être plus facile. J'avais une question tout à l'heure, vous avez montré le diagramme de la consommation, vous voyez que les vins blancs et les vins rosés étaient stables, avec une baisse des vins rouges. Étrangement, apparemment, le marché de la bière n'était pas si prolifique que ça. Du coup, est-ce qu'on a des données sur d'où est partie la consommation de vin rouge, vers quel autre type d'alcool ou de spiritueux elle a été orientée? ouais, on peut peut-être se remettre sur Oui. le slide. Alors, de mémoire, ce slide est en 100% de consommation. Donc, il faut savoir qu'en volume global, la consommation d'alcool a diminué de façon en volume par habitant. Donc là, on est sur une proportion à 100%. C'est-à-dire qu'on a la même consommation. On part sur Le même panel de consommateurs. voilà, le même panel de consommateurs. Donc, on va pouvoir voir les proportions. Donc, ce qui ne veut pas forcément dire que la consommation de vin s'est décalée vers une autre consommation. Elle a peut-être disparu en volume. Certainement disparu en volume. Simplement, ce qui était intéressant, c'était de voir que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, que c'est la bière qui prend les parts de marché restantes de l'alcool au vin, c'est pas tout à fait exact. Et c'était là-dessus qu'on voulait apporter notre interrogation, enfin notre attention. Sur le graphique, vous voyez en vert en fait les boissons non alcoolisées. Et on voit que la part des boissons non alcoolisées augmente également dans la consommation globale. Donc, il y a une partie des ventes de boissons alcoolisées finalement qui a été remplacée par des boissons non alcoolisées. Alors, on voit les eaux de table qui se développent de plus en plus ces dernières années. On a également les jus de fruits et les jus de légumes qui se sont bien développés. Ce qui est cohérent avec les mesures prises sur l'alcoolémie au volant, etc., qui ont été mises en place et qui amènent à faire réduire un peu la consommation. Et sur la partie aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que les vins sans alcool, curieusement, fonctionnent. Se développent. Merci. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être voir la partie à l'export. Ouais. Donc, je suis ennuyeux. Donc, sur la partie à l'export, on va voir essentiellement trois pays avec lesquels nous avons des échanges importants, qui sont les Royaumes-Unis, avec l'impact sur l'impact du Brexit, les USA et le Benelux, qui est quand même un de nos partenaires principaux. Donc, sur les Royaumes-Unis, déjà par rapport à la crise sanitaire qu'il y a eu, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont été fortement touchés. Ils ont quand même énormément axé pendant un temps sur le boom des ventes à distance et de la GMS. Alors, c'était quand même plus axé sur un marché haut de gamme et caviste, mais les cavistes réouvrent aujourd'hui ces éléments-là. Et de même, par rapport au Brexit, il faut savoir que dans le flou qui s'était déroulé au cours des négociations, énormément d'importateurs ont créé un stock pour éviter de se retrouver face à une rupture d'approvisionnement.
Donc, il y a un stock qui est aujourd'hui assez important sur le Royaume-Uni, sur l'Angleterre. Et donc, là-dessus, maintenant, ça devrait s'étaler puisque suite au Brexit, suite à la mise en place de tout ça, visiblement, les approvisionnements se font relativement bien. C'est quand même une bonne chose. En termes d'obligations administratives, voilà. Il n'y a pas de quota ni de droit aux douanes. Par contre, il y a des nouveaux contrôles qui sont réalisés et des nouvelles réglementations. Donc, il est important que vous déclariez auprès des douanes françaises pour l'export, et si vous importez auprès de la douane anglaise, demandez auprès du gouvernement britannique un numéro unique d'identifiant communautaire, EORI. Donc, c'est auprès du gouvernement britannique, mais vous avez une plateforme des entreprises qui est proposée par le gouvernement français pour pouvoir vous répondre sur toutes les questions qu'il peut y avoir là-dessus, tout comme il est fortement recommandé de faire appel à un représentant douanier pour faciliter ces démarches. Ensuite, par contre, il faut se poser la question de la responsabilité des marchandises en termes de juridique et de financier et le transport, puisque là, vraiment, on a quitté l'Union européenne. Par rapport aux droits de douane, donc comme cela a été dit précédemment, il ne doit pas y avoir de droits aux douanes. La seule contrainte qu'il peut y avoir, mais je serais surpris que vous soyez concerné, c'est si la valeur totale de la marchandise dépasse 50% par des approvisionnements qui se font hors Union européenne. Voilà, donc là, vous n'êtes pas concerné, sinon ce serait curieux. Donc, il y a une totale exonération des droits de douane. Et ensuite, donc, les ventes réalisées par rapport au Royaume-Uni sont considérées comme des exports. Il faut l'indiquer sur la facture. Il n'y a pas de TVA, même si la TVA est soumise à la TVA britannique au moment du passage en douane, mais qui correspond à exactement la même que la nôtre actuellement, à 20%. Donc là, ça, c'est ces éléments-là. Pour la partie américaine, il est quand même le premier pays consommateur au monde, là-dessus. Juste pour petite note, les États-Unis sont considérés avec la Chine comme un des deux pays principaux d'axes de développement pour l'exportation de vin. Jusqu'en 2022, ça doit être les pays qui tirent le plus là-dessus, avec pour les États-Unis, on verra tout à l'heure, un peu plus de 33 millions d'hectolitres de vin consommés, même s'il y a le leurre dedans. Alors, il y a la taxe douanière qui était dans un premier temps pour les vins jusqu'à 14%, et les vins au-dessus de 14% n'y étaient pas concernés. Maintenant, c'est trop tard, c'est fait. Tous les vins, même au-delà de 14%, sont soumis à cette surtaxe douanière, avec une perte estimée par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France à plus d'1 milliard d'euros. Ça, c'est mis en place depuis octobre 2019. Ensuite, les importations américaines donc, ont été fortement divisées en deux entre novembre 2019 et octobre 2020, avec à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les exportateurs français, qui a profité plutôt à certains pays comme l'Italie, qui, eux, n'ont pas cette surtaxe. Voilà, on retrouve les éléments là. 33 millions, c'est 10 litres par habitant, avec une répartition entre les trois couleurs, mais quand même beaucoup de rouge et de blanc. Et une production qui est de 24 millions pour 12 millions d'importations. Et 1,8 million d'importations françaises.
Et pour le Benelux, qui concerne donc la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, donc là-dessus, sur ces éléments-là, ce sont quand même des pays qui sont fortement consommateurs des vins du Languedoc. Beaucoup d'exportateurs sont présents sur ces pays-là. Pour savoir, la Belgique, c'est à peu près entre 25 et 30 litres de vin par habitant, pour se situer par rapport aux États-Unis, pour un prix moyen qui est dans une gamme entre 5 et 10 euros, essentiellement vendu auprès des 4 acteurs principaux, donc Carrefour et Aldi, sur ce pays-là. On voit que c'est le 5e client de la France en volume et en valeur, et que quasiment la moitié des vins en Belgique sont des vins français, aussi bien en volume qu'en valeur, avec une forte demande quand même sur le bio et le respect de l'environnement. Pour les Pays-Bas, qui lui est le 6e pays, 6e client de la France en volume et 11e en valeur, on est plus dans une recherche du prix bas, hein, puisque même si les consommations sont à un peu plus de 20 litres par habitant et par an, on est plus sur des prix maximum psychologiques de 6 euros en grande surface et 10-15 euros maximum sur les cavistes. Donc là, on est vraiment sur une politique de prix. Concernant le Luxembourg, donc là, 30%, un peu plus de 30% des vins consommés au Luxembourg sont des vins français. Ils recherchent des produits de haute qualité, puisque là, ils ont une gamme de prix qui est un peu plus importante. La consommation sur ce pays, elle est de l'ordre de 50 à 70 litres par habitant et par an. Mais ça reste à nuancer par le fait qu'il y ait quand même une frontière avec la Belgique qui est très importante. Et de nombreux Belges partent acheter le soir, avant de rentrer chez eux, le vin au Luxembourg. Parce que ce sont des vins qu'ils ne retrouvent pas forcément en Belgique. Voilà pour cette partie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions? Du coup, je vais prendre le relais sur la partie relance. Donc, au niveau de la relance, on va voir dans un premier temps l'opportunité stratégique qui est le développement d'une structure commerciale. Et ensuite, on s'intéressera aux aides à la relance, donc aide à la relance et aide à l'export spécifiquement. Donc, sur le développement d'une structure commerciale, donc on va voir comment la structure commerciale peut être un levier face à la relance. Donc, le fait de développer une structure commerciale et donc une activité de négoce peut être un atout commercial, puisque cette structure va permettre de répondre à différentes conjonctures. Donc, sur des années comme 2020, on a vu que l'orientation de la consommation est un peu différente que sur les années précédentes. On a une consommation qui s'est tournée sur des vins sans indication géographique. Et le fait d'avoir une structure de négoce peut vous permettre de développer, dans des situations comme celle-ci, des produits un petit peu particuliers pour répondre à ce type de demande et écouler vos produits. On peut avoir des ventes de produits en vrac entre votre société de production et votre société de négoce. Et la société de négoce pourra, à partir de ce vrac, développer des produits nouveaux. De cette façon, vous conservez l'image qualitative de votre production propre, donc les produits qui sont issus de votre société de production, mais vous arrivez quand même dans des situations sanitaires un peu fragiles, comme cette année par exemple, à écouler votre stock via des produits différenciants. La structure commerciale, ça va permettre également d'intégrer certains marchés à l'export, puisque sur l'export, on a certains pays où le fait d'arriver avec une gamme complète de produits est un atout en termes commerciaux. Le développement d'une structure commerciale donc, permet également le maintien de débouchés, puisque cette année, on avait beaucoup de production et une demande un peu en baisse, mais sur certaines années, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir de la demande, mais on va avoir un peu moins de production parce qu'on peut avoir des aléas climatiques, par exemple.
Et le fait d'avoir une structure de négoce va vous permettre d'acheter des vendanges auprès d'autres producteurs pour pouvoir distribuer auprès de vos clients. Donc, on a un maintien de débouchés. Alors, même si les produits ne seront pas forcément tout à fait les mêmes, ça permet de maintenir la relation commerciale et donc de conserver davantage de clients sur des années de faible récolte. Et au niveau de la structure commerciale, donc on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais il y a certaines aides qui existent et qui ne concernent pas les sociétés de production, qui vont être des aides au développement de nouveaux canaux de distribution. Donc, ça peut être notamment les aides au développement de sites Internet. Donc, comme je vous le disais, le fait de développer une structure commerciale va permettre de contourner un peu la réglementation relative aux achats de vendanges, puisque quand on est producteur, on a des seuils à respecter, donc de 5% de la production en termes de volume au niveau des achats de vendanges. Et le fait d'avoir une structure de négoce dissociée va permettre finalement d'être un peu plus libre sur ses achats de vendanges et donc de pouvoir compléter sa production propre. On a également donc une possibilité d'acheter des vins qui vont être non biologiques. Quand on a un domaine qui est certifié en biologique, c'est toujours plus compliqué d'acheter des vins non biologiques. Là, le fait d'avoir une structure de négoce, on peut avoir à la fois des produits bio et des produits non bio. Et donc, on a également la fin du risque de remise en cause de l'utilisation des termes réglementés pour la production propre. Donc, on peut continuer à produire ses propres produits sous des appellations telles que château, domaine ou clos, et développer d'autres produits complémentaires donc, via une société à part et qui, eux, par contre, ne mentionneront pas ces termes réglementés. Donc, ils vont capter peut-être d'autres marchés. Au niveau de l'image financière, donc on va pouvoir améliorer l'image financière en développant une structure commerciale, puisque, comme vous le savez certainement, donc au sein de votre exploitation, vous développez un fonds agricole. Donc, le fonds agricole, c'est tout ce qui va vous permettre de développer votre activité. Donc, ça va être d'un côté votre matériel, votre droit à exploitation du foncier, mais ça va également être votre clientèle et votre marque que vous développez en interne. Donc, la valeur réelle de votre fonds, finalement, et notamment de ses actifs immatériels, elle n'est pas retranscrite au niveau de votre bilan, puisqu'au niveau de votre bilan, votre clientèle n'est souvent pas valorisée, à part si vous avez vous-même acheté un fonds agricole, et votre marque n'est pas non plus valorisée. L'immatriculation du fonds commercial, donc, qui est une possibilité offerte depuis quelques années, va permettre en fait de constater l'existence du fonds agricole. Donc, avant de pouvoir céder ou apporter son fonds agricole ou une partie de son fonds agricole, il va falloir l'immatriculer auprès de la Chambre des métiers. Là, c'est une petite procédure à suivre. Le fait d'immatriculer ce fonds agricole va vous permettre, dans un second temps, éventuellement, de dissocier en fait votre branche commerciale et de pouvoir exploiter d'un côté la branche production sur une structure de production qui peut être une ARL, une SCEA par exemple, et d'un autre côté, d'exploiter votre branche commerciale et de la développer via une structure de négoce. Donc, la branche commerciale, mais finalement, c'est quoi? C'est l'ensemble des biens matériels et immatériels qui sont affectés à la commercialisation des produits. Donc, ça va être effectivement votre clientèle, votre marque, mais ça pourra être également votre matériel de bureau, votre site Internet, tous les actifs qui vont être affectés à la commercialisation. Donc, le fait d'apporter cette branche commerciale, finalement, vous allez pouvoir la valoriser à l'actif de votre groupe d'entreprises. Voilà, donc c'est au niveau des avantages. Donc, on a cette réactualisation de l'actif. Donc, si vous apportez l'actif d'une société vers l'autre, forcément, on va avoir une réactualisation également des capitaux propres. Et si on a les capitaux propres et l'actif qui augmente,
par ricochet, on a une diminution du taux d'endettement de l'entreprise, puisque le taux d'endettement, c'est la part de l'endettement par rapport aux capitaux propres de la structure. Donc, via cette opération, on va pouvoir crédibiliser la structure et rassurer les partenaires commerciaux et financiers, puisqu'on va avoir une structure plus solide en termes financiers. Cet apport de fonds, il va être d'ailleurs validé par un commissaire aux comptes, donc ça permet de crédibiliser également les choses. Au niveau de l'apport de fonds, il faudra simplement faire attention au régime fiscal donc de la structure de production et de la structure de commercialisation, parce que si les deux structures sont à l'impôt sur les sociétés, on ne va pas avoir de plus-value, pas avoir d'imposition de plus-value au moment de l'apport, alors que si on a la structure de production qui a l'impôt sur le revenu et la structure de commercialisation à l'impôt sur les sociétés, à ce moment-là, on aura une taxation de la plus-value au moment de l'impôt, de l'apport, pardon. Donc, il faudra simplement faire attention à ce point-là. Au niveau de la fiscalité et du social, on en profite pour parler un petit peu de l'opportunité que peut être l'impôt sur les sociétés. Donc, quand on est à l'impôt sur le revenu, mais on a des cotisations MSA et une imposition personnelle qui sont liées aux résultats de l'entreprise. Donc, c'est vrai que sur des structures qui sont en phase de croissance, les résultats ne sont pas forcément prélevés par les exploitants parce qu'ils ont besoin de la trésorerie pour la croissance de l'entreprise, pour financer le besoin en fonds de roulement ou pour financer certains investissements. Et du coup, on a une imposition qui est complètement déconnectée des prélèvements réels. Le fait de passer à l'impôt sur les sociétés, ça peut être une opportunité si on réalise des résultats positifs, puisqu'on va être imposé uniquement sur ce qu'on prélève. Donc, si on décide sur une année où le résultat est positif de ne pas prélever de rémunération, à ce moment-là, à titre personnel, on ne paiera pas d'imposition. On a également donc l'opportunité, lorsqu'on est à l'impôt sur les sociétés, de verser des dividendes avec une taxation qui va être plus favorable que celle qui est liée à la rémunération dans certains cas. Et on a des dividendes également qui ne seront pas soumis à cotisation MSA comme peut l'être la rémunération. Et on a un taux d'imposition moyen en général qui est moindre lorsqu'on est à l'impôt sur les sociétés. Donc, ça peut être une option à envisager si votre entreprise se développe. Voilà pour la partie structure commerciale. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, peut-être. C'est un point un peu technique et c'est vrai que c'est difficile de le présenter de cette forme de diaporama, mais c'est intéressant en tout cas quand on projette un développement de domaine, fiscalement et dans l'image financière. Et donc sur les aides à la relance, peut-être? Alors, sur les aides à la relance, du coup, on a différents projets donc, qui ne sont pas tous portés par les mêmes organismes. Donc, on a France Agrimaire qui prévoit un programme pour l'investissement des entreprises vitivinicoles. Donc, c'est un appel à projet en 2021. Donc là, attention si cet appel à projet vous intéresse parce que la date de fin est au 5 mars 2021, donc elle est très proche. Donc cet appel à projet, il concerne la modernisation des installations et l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Donc ça peut être la modernisation des capacités de traitement ou des outils de vinification, également l'amélioration de la compétitivité par des actions stratégiques de développement. Donc les dossiers, ils sont à déposer sur la plateforme Viti Investissement de France Agrimaire, du site internet de France Agrimaire. Au niveau des principales conditions, donc, il faut tout d'abord produire ou commercialiser dans le secteur vitivinicole, hors spiritueux, être en bonne santé financière et notamment ne pas avoir des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et présenter un projet d'une durée maximum de 2 ans. Donc, sur ces projets de modernisation, le taux d'aide est fixé à 30% pour les PME et il peut être majoré pour certains nouveaux installés.
Au niveau des investissements éligibles, donc on vous a mis quelques exemples. La liste n'est pas du tout exhaustive parce qu'il y a quand même un certain nombre d'investissements éligibles et je vous inviterai à consulter le site de France Agrimaire si vous souhaitez une liste plus détaillée, parce que vous y retrouverez donc toutes les informations relatives à ces aides. Donc ces aides, elles peuvent concerner la construction d'un bâtiment neuf ou l'extension d'un bâtiment existant, notamment pour la réception des vendanges, la transformation, le conditionnement, le stockage, donc des produits finis ou non. Ces aides peuvent également concerner la construction d'un caveau de vente de vin, l'achat de matériel et d'équipements productifs neufs ou les logiciels liés à la production. Au niveau des aides France Agrimaire, donc on a un autre programme d'aide qui est un programme donc, qui concerne les éléments qui permettent de réduire les entrants dans la production. Donc, sur ce programme d'aide, il était ouvert du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2022. Actuellement, le guichet pour faire les demandes est fermé parce qu'il y a eu énormément de demandes. Après, comme ils annonçaient une date de fin au 31 décembre 2022, on suppose qu'ils vont le réouvrir, mais on n'a pas de certitude à ce sujet. Il avait déjà été ouvert l'année passée, puis refermé. Donc voilà, on espère qu'ils le réouvrent à nouveau. Sur les matériels éligibles, donc on va être sur des buses qui permettent de réduire la dérive, des équipements d'application phytopharmaceutique permettant de réduire également la dérive de la pulvérisation, ou certains équipements de substitution qui permettent d'éviter l'usage de produits phytopharmaceutiques. Donc là, on est vraiment sur la réduction des entrants dans la production. Les dépenses donc, concernées doivent être au minimum de 2 000 € et au maximum de 40 000 € par demande. Et le taux de l'aide varie entre 20 et 40 % du montant des investissements en fonction de leur nature. Donc là, c'est pareil, si vous avez besoin d'une liste plus exhaustive, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de France Agrimaire. On a également donc les aides France Relance qui là vont concerner la lutte contre les aléas climatiques. Donc ça va être tous les matériels de protection contre le gel, contre la grêle, la sécheresse, le vent. Donc les bénéficiaires sont finalement toutes les sociétés de type agricole. La procédure, elle est également donc ouverte jusqu'au 31 décembre 2022 dans la limite des crédits disponibles. Et là, on a une enveloppe globale qui a été allouée à ce projet de 70 millions €. Au niveau des dépenses, donc, on est sur un seuil minimum de 2 000 € également et un plafond de 40 000 €. Et on sera sur un taux d'aide de 30 %. Sachant que pour les CUMA, donc, le plafond de dépenses est supérieur au plafond de dépenses individuelles. On a également donc, des aides qui sont mises en place au niveau de la région. Donc, tout d'abord, on a le pass agri-valorisation. Donc, ce pass, il concerne les exploitations agricoles, c'est-à-dire les producteurs qui souhaitent développer des projets pour valoriser leur production. Donc, ça peut être de la transformation, du conditionnement, du stockage de produits agricoles ou de la commercialisation des produits de leur propre exploitation. Donc, du coup, sont exclus de ce pass, mais notamment les sociétés dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 % par des associés exploitants. Donc là, on voit la volonté de la région de mettre en avant les exploitants agricoles. Le taux de l'aide, donc, il est de 50 %, mais cette aide, elle va concerner que les investissements immatériels. Alors, elle ne concerne que les investissements immatériels parce que France Agrimaire propose les aides que nous avons vues précédemment sur la partie matérielle. Le plancher de dépenses, il est de 5 000 € et le plafond des dépenses de 60 000 €. Et si on regarde un peu au niveau des exemples d'investissements éligibles, donc on a tout ce qui va être études et conseils en termes stratégiques, marketing et juridiques.
On va également avoir les démarches de certification. Donc, c'est là qu'on retrouve la possibilité de bénéficier d'aide lorsqu'on est en conversion bio, par exemple. On a également donc, des aides pour l'embauche de VIE, donc un soutien à la prospection pour la filière viticole lorsqu'on fait de la prospection à l'export. Ces aides vont concerner également les logiciels de traçabilité ou les logiciels de gestion intégrée, l'acquisition de brevets et de licences, le dépôt de marques et la conception de sites marchands. Donc là, on a la partie site marchand développée par les producteurs. Voilà pour ce premier pass. On a un second pass donc, qui est le pass agro-vitidynamique. Donc ce pass-là, il va concerner plus les sociétés de transformation, stockage, conditionnement et commercialisation. Donc là, les producteurs, pour le coup, sont exclus. Ça va concerner justement les sociétés de commercialisation, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, sur le même principe, seules les dépenses immatérielles sont éligibles puisque les dépenses matérielles sont couvertes par France Agrimaire. Le montant total des dépenses doit être supérieur à 7 500 € et inférieur à 60 000 €. Et on va avoir une subvention à hauteur de 50% des dépenses. Sur les biens éligibles, on va retrouver la liste que je vous ai présentée précédemment sur l'autre pass. Donc, on va être aussi sur les études et les démarches de certification éventuellement. Et enfin, au niveau de la région, donc on va avoir le contrat agro-viti stratégie. Donc la différence entre les passes et les contrats, c'est principalement le montant des dépenses. Sur les passes, on est en général sur des dépenses inférieures à 60 000 €, alors que sur les contrats, on va être sur des dépenses supérieures à 60 000 €. Donc, le contrat agro-viti stratégie, il va concerner les PME et les non-PME, donc les sociétés de taille plus importante, dont l'activité est également la transformation, le conditionnement, stockage ou la commercialisation. Donc, on a à nouveau une exclusion des sociétés de production. On a également une exclusion des sociétés civiles immobilières. Donc, le projet développé doit s'inscrire dans un projet stratégique d'entreprise, donc contribuer à une amélioration ou une consolidation du niveau global des résultats de l'entreprise. On a des critères qui sont un peu moins précis que sur les passes, parce que là, on va vraiment être sur une aide au projet d'entreprise. Ce contrat, donc, il va être matérialisé sous deux formes. Donc, on peut avoir une partie d'avance remboursable à hauteur de 50% de l'assiette dans un plafond de 300 000 €. Et on pourra avoir également des subventions. Donc, sur la partie matérielle, les subventions seront de 30% de la dépense et sur la partie immatérielle de 40% de la dépense. Ces aides régions qui peuvent être complétées par des aides de l'Europe, donc FEDER, sont plafonnées à 650 000 €. Et on a donc un plancher de dépenses éligibles de 60 000 € hors taxes. Donc, on vous a mis également quelques exemples d'investissements éligibles. Donc, on va retrouver l'acquisition de matériel et d'équipements neufs, les frais de déplacement, transport et installation de ce matériel. On peut avoir également des aides concernant la construction ou l'acquisition d'immeubles, la rénovation également de biens immobiliers. On a des aides à la création nette d'emplois, donc ça peut être intéressant si vous avez de gros projets de développement sur des recrutements de cadres en CDI ou de techniciens spécialisés. Et on a également donc toutes les dépenses immatérielles qu'on a listées tout à l'heure sur les passes qui sont également éligibles au contrat. Voilà un peu sur les aides à la relance hors export. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant ces aides-là. Beaucoup d'informations. On peut peut-être... Excusez-moi. Oui, dites-nous. Ceci dit, il y a beaucoup de liens, d'informations sur le site de France Agrimaire pour cette partie-là.
et puis on mettra en ligne de toute façon la présentation pour que tout le monde puisse reprendre les notes. Simplement, je voulais souligner aussi que l'initiative Cœur d'Héros s'est dotée d'un fonds et de la possibilité d'aider les entreprises agricoles donc, qui peuvent renforcer leurs capitaux, leurs fonds propres grâce à des prêts d'honneur. Ces prêts d'honneur sont associés toujours avec des prêts bancaires. Donc, le CIC fait partie des acteurs de l'initiative Cœur d'Héros et les dossiers peuvent être réfléchis conjointement avec les aides parce que la Chambre d'agriculture aussi fait partie du projet, du protocole pour aider les entreprises qui ont besoin d'investir pour préparer cette relance. Oui, et je veux bien préciser aussi que l'outil, excusez-moi, l'outil des prêts d'honneur peut également être utilisé pour optimiser la recherche de subventions, puisque beaucoup de subventions ou d'avances remboursables sont soumises aux fonds propres, aux quasi-fonds propres. Donc aussi, on est un outil d'accompagnement pour aller maximiser ces subventions-là. Oui, c'est vrai. En fait, ce qui se passe, ce que Mme Grave vous a présenté tout à l'heure pour réévaluer les capitaux propres, ce n'est pas anodin, parce que souvent, on demande aux entreprises d'avoir des fonds propres suffisants pour pouvoir être subventionnés ou aidés. Voilà, ce n'est pas juste un gadget de dire je fais réévaluer mon fonds pour pouvoir avoir des fonds propres suffisants. C'est un premier outil. L'outil qui est présenté par Initiative Cœur d'Héros, qui est un prêt d'honneur à l'exploitant pour qu'il injecte dans les fonds propres de son entreprise, est un outil extrêmement utile parce qu'il renforce aussi les fonds propres et que, évidemment, après une période difficile où les cultures ont été des fois malmenées, s'en est suivi une période de Covid, on peut comprendre que les fonds propres soient aussi malmenés. Donc, les deux outils qu'a présenté Mme Grade et l'outil d'initiative peuvent être intéressants pour renforcer ces fonds propres et pour permettre après un effet de levier financier pour que justement les banques puissent prêter et avoir des taux qui soient des taux d'endettement qui soient donc cohérents avec les structures et pour pouvoir faire ces demandes d'aide et de subvention. Voilà pourquoi tout a été présenté ensemble. Si je peux me permettre une petite question, j'ai du mal à comprendre la réévaluation des fonds propres, des capitaux propres quand on crée une société commerciale. On bascule en gros, moi je suis en SCEA, alors je suis pile dans la cible qui n'est pas visée par les aides de la région, puisque je suis en SCEA, mais je suis seul exploitant à titre principal et je n'ai que 34% des parts de la SCEA. Donc, je n'en rentre dans aucune des cases, en fait. Et ça, c'est un point de détail. Mais ouais, j'ai du mal à saisir cette révélation des capitaux propres. Alors, en fait, votre SCEA a une clientèle. Oui. Cette clientèle est récurrente et ciblée. Et en fait, ce portefeuille de clients a une valeur. Cette valeur n'est certainement pas inscrite à sa juste valeur, on va dire, à l'actif de votre bilan, tout simplement parce que soit vous l'avez créé, c'est-à-dire qu'à l'actif du bilan, il y a 0 parce que c'est inscrit au coût historique. Donc vous êtes, quand vous avez créé, vous aviez 0 de départ. Aujourd'hui, votre clientèle a de la valeur. Soit vous l'avez acheté à un certain prix et vous avez développé votre activité, donc vous avez développé la valeur de cette clientèle. Et donc, comme en comptabilité, alors on peut critiquer, mais il y a plein de raisons justes à cela. En comptabilité, on inscrit quelque chose à son coût historique, à son coût juridique. Donc, la valeur de ce que vous avez développé n'est pas inscrite à votre bilan. Simplement,
Si toutefois vous vendiez ce fonds à quelqu'un d'autre, vous le vendriez à un prix qui est juste, au prix du marché. Vous valoriseriez votre fonds et vous le vendriez au bon prix. Quand on apporte son fonds dans une exploitation à une structure commerciale que l'on va créer de toutes pièces, mais en fait, c'est un peu comme si vous vendiez cette structure commerciale. Ok. Et donc, on va inscrire cette vraie valeur à l'actif de cette structure commerciale. Et comme ce n'est pas réellement une vente, on va inscrire à l'actif la valeur de la structure commerciale. Et comme en comptabilité, on aime ce qu'on appelle la partie double, on a d'un côté l'actif et de l'autre côté le passif. Et le passif, quand on a créé, évalué son fonds, donc qui est le fonds agricole, on le place en capital et donc les capitaux propres sont créés. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Ah oui. Ok. Ok. et donc, par contre, voilà. Donc ça, on va dire c'est la version simplifiée. Ouais. La version, je fais de mon mieux. Hein. La version, en tout cas un peu plus détaillée, c'est que comme dit Madame Grade, il faut faire attention à certains points particuliers donc, qui sont juridiques et qui sont faire constater l'existence de ce fonds en l'immatriculant, puis de faire évaluer et faire valider cette évaluation par un commissaire aux apports, en fait, très clairement. Alors, ça peut faire peur comme ça ne représente pas un coût extraordinaire par rapport à ce que ça peut représenter comme bénéfice. Ah, allez-y. Non, mais après, ça dépend, évidemment, on peut faire des devis, mais je veux dire, on est de l'ordre de 3 000 € sur l'ensemble de l'opération. Oui. Hein, on n'est pas sur le stratosphérique. Ça représente un coût, effectivement, parce qu'il faut constituer une société, parce qu'il y a une évaluation, parce qu'il y a un commissaire aux apports, mais on est sur des choses qui sont quand même accessibles. Mais c'est un peu plus sur, vu le bénéfice qu'on peut en tirer après. Ok. Merci. Je vous en prie. Je ne sais pas si c'était l'ensemble de la question. Je me souviens plus, il y avait un autre morceau de question. Donc, c'était Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions à ce sujet ou si on poursuit avec les aides à l'export. Ils ont hâte des aides à Allez, l'export. on va poursuivre les aides à l'export avec impatience. Alors, pour les aides à l'export, nous en avons deux. Une qui est proposée par la région, c'est le Pass Relance Export, et une autre via un dispositif national, qui est le chèque Relance Export. Donc, le Pass Relance Export, c'est une enveloppe qui a été proposée depuis le 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2021. Concernant les bénéficiaires, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, puisque l'on voit que le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au montant des fonds propres de l'entreprise, ce qui rejoint le raisonnement qu'on a depuis tout à l'heure. Il faut être à jour de ses obligations fiscales et sociales et avoir le siège sur le territoire d'Occitanie. Pour ce qui est des quotas de salariés ou de chiffre d'affaires, on en est loin pour la plupart d'entre nous. Sur les dépenses qui sont éligibles sur ce Pass Relance Export, c'est tout ce qui est vraiment lié au développement de nouveaux marchés. C'est ça qui est important. Hein. C'est-à-dire que les aides de l'Occitanie sont, pour être acceptées et pour être accompagnées sur ce Pass Relance Export, il faut que ce soit un projet sur un nouveau marché, c'est-à-dire un nouveau pays ou continent, ou éventuellement un nouveau produit qui vient se rajouter à la gamme actuelle sur le pays concerné. Donc, on retrouve tout ce qui est frais de conseil, de participation au salon, de déplacement, tout ce qui est également correspondant à la propriété intellectuelle, la communication, le marketing, mais également l'emploi d'un VIE sur le pays visé. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le VIE, c'est tout simplement quand vous envoyez une personne de moins de 28 ans, il y a ces critères-là, sur le pays visé, il ne peut pas être domicilié en France,
mais envoyer, par exemple, je sais pas, vous souhaitez partir en Chine, sur le marché chinois, vous employez quelqu'un qui est moins de 28 ans, entre 6 mois et 2 ans sur ce pays pour développer vos exportations, et bien à ce moment-là, une partie de son salaire, de ses charges sociales, seront pris en charge par le Pass Relance Export. La période maximale, elle est de 24 mois, ce qui est incohérent entre la période d'octobre jusqu'en décembre 2021, mais elle sera très probablement prolongée. C'est déjà ce qui est annoncé dans les tendances. L'ensemble des dépenses éligibles doivent être dominées entre 5 000 et 30 000 euros, avec une subvention qui sera appliquée à hauteur de 70%, c'est-à-dire plafonnée maximum à 20 000 euros. 50% dès la demande octroyée et acceptée, et le solde au terme de la mission, sachant que tout doit se réaliser sous forme de facturation. C'est-à-dire que la prestation doit être réalisée et vous devez être en possession de la facture pour pouvoir être indemnisé. Et pour ce qui est de la région, il est important également de préciser dans la demande que vous réalisez également une demande de chèque relance export au niveau national, parce que c'est un des éléments un des critères pour eux de sélection notamment. Et sur la partie chèque relance export qui est cumulable, donc vous l'avez bien compris, là on est sur des montants bien moindres. Sur des sociétés uniquement d'exploitation, le pass pouvait être utilisé aussi bien pour des sociétés commerciales que des sociétés d'exploitation. Le chèque relance export se limitera aux structures d'exploitation, toujours dans le même timing, et avec une prise en charge de 4 chèques relance à l'export maximum. 2 pour des missions individuelles. C'est vous qui décidez de partir dans un pays, vous aurez une prise en charge qui serait de l'ordre de 2000 euros, pardon. Donc c'est 50% des dépenses éligibles. Et 2 en prestations collectives. Prestations collectives, ça peut être aussi bien auprès de Pavillon France, la BPI, que en B2B, c'est-à-dire directement avec d'autres acteurs qui vous proposent des missions, comme on peut le faire, etc. Et les montants, donc c'est 2500 maximum pour Pavillon France et 1500 pour les autres prestations. Voilà. Sur ce point-là, il faut juste savoir que depuis octobre, déjà 15 000 chèques relance export ont déjà été attribués. Voilà. Et le plafond, puisque c'est national, sera bien plus important, les montants sont moindres que qui est passe relance export. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Pas spécifiquement. Et juste pour les États-Unis, a priori, l'État a annoncé donc au mois de janvier qu'il y aurait une aide pour faire face aux sanctions américaines. On attend plus de détails sur cette aide. Pour l'instant, on n'a pas eu d'informations complémentaires. Mais en tout cas, une aide est prévue. Ça fera forcément les gros titres. Voilà. Voilà, on a terminé. On est presque dans le timing qu'on s'était fixé. Donc, c'est très bien. J'espère que les informations que nous avons données vous seront utiles. Voilà, évidemment, n'hésitez pas de revenir vers nous si vous avez des questions, on vous répondra avec grand plaisir. On mettra aussi sur la page du site les coordonnées évidemment d'Initiative Fleur d'Hérault, des personnes, enfin des institutions qui peuvent vous aider. Et en tout cas, nous vous remercions de nous avoir suivis et écoutés, et les échanges ont été très agréables. Donc, merci beaucoup. Et on est à disposition, bien sûr, si vous avez encore des questions.